Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et j'espère que vous allez vraiment prendre du plaisir à regarder cette vidéo parce qu'on va revenir sur l'étape du jour de Paris-Nice. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé du côté de cette journée et il s'en est passé des bonnes du côté de cette étape avec une chute importante et puis du gros spectacle en fin de journée avec une arrivée qui ressemblait un petit peu quand même à la Flèche Wallonne avec un côté un petit peu plus champêtre. Il manquait la petite chapelle mais il y avait un petit peu les champs sur le côté. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos seront mises en avant. Donc, ça soutient mon travail. La deuxième manière de me soutenir, eh bien, c'est de faire un super thanks. Mais ça, c'est seulement si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie. Et ça se passe dans les commentaires. Oui, journée de rebondissement, journée de spectacle déjà, un parcours bien tracé. Il faut saluer les organisateurs. Autant hier on les a critiqués, je les ai critiqués, parce que tout le monde ne les a pas critiqués, mais hier je les ai critiqués pour l'organisation de la course. Vous pouvez même retrouver sur le site L'équipe, il y a l'interview du directeur de la course, du côté de Yannick Talabardon. Qui est en interview. L'interview est un peu bizarre, c'est-à-dire que on répond pas vraiment aux problèmes et bon, on fait un peu de l'ironie sur certains trucs. Ouais, j'ai pas trouvé l'interview excellente, mais bon, ça c'est mon avis. Mais on était sur un parcours qui était extrêmement bien tracé dans le final. Après, dans cette région-là, ces dernières années, que ça soit sur le Tour de France, que ça soit sur Paris-Nice, on a souvent des étapes spectaculaires. C'est vrai qu'on passe souvent au nord de Lyon. Et là, on a décidé de passer plus au sud. Et ça a été également très spectaculaire avec cette arrivée du côté de la côte Saint-André. Et ça a été un gros spectacle aujourd'hui pendant toute l'étape, notamment avec Ineos, mais pas seulement. Et vous allez le voir tout de suite avec le résumé de cette journée. Eh bien, ça a commencé par une première attaque de 6 coureurs, mais qui était repris assez vite. La bonne échappée qui va mettre du temps à se former, et même elle ne sera pas encore en tête au moment de la première côte du jour, qui sera remportée par Kobe Goossen du côté d'Intermarché. On ne peut pas dire qu'on a été émerveillé depuis le début de la semaine par les Intermarchés, donc au moins on les aura vus. Avec leur maillot magnifique, mais pas à la télévision. Une nouvelle attaque reprise une dizaine de kilomètres après, et la bonne échappée va se faire en 2 temps. Un premier groupe sortira à 154 km de l'arrivée, et un deuxième groupe, ça sera à 149. Dans cette échappée, on retrouve du beau monde. On a notamment Michael Matthews, Mauro Schmid, Turgis, Armirail, Schoenflich, Escarcette. Mais en fait, c'est absolument pas la bonne échappée du jour. Tout simplement, eh bien parce que il y a le peloton derrière qui roule, qui continue de rouler à haute allure. Pourquoi? Michael Matthews, Mauro Schmid, Michael Matthews, les deux ensemble. On sait que ça va pas le faire, tout simplement, du côté de la Jayco Alula. Donc le groupe est repris une quinzaine de kilomètres après. Et en fait, la bonne échappée, ça sera à 130 km de l'arrivée, mais une bonne échappée qui sera seulement constituée de 2 coureurs, Thibaut Gruel et Ben Swift, qui décideront donc d'allier leurs efforts. Derrière, vous avez la Visma qui roule dans la côte de Trèves. C'est Ben Swift qui passe en tête. Et puis, le grand tournant de cette journée, c'est à 84 km de l'arrivée, avec la chute de Jonas Vingegaard, touché au niveau de la lèvre. Il semblerait qu'il ait tapé au niveau de la tête. Mais à ce moment-là, pas de protocole commotion. On a décidé de le faire repartir. Mais c'est à partir de ce moment-là où Vingegaard ne reviendra jamais à l'avant du peloton. Il sera toujours à l'arrière, peut-être pour des questions de sécurité, parce qu'il ne se sentait pas extrêmement bien. Du côté de la côte de Château-Jaune, eh bien, c'est Gruel qui passe devant Ben Swift. Et quelques kilomètres après, la côte du Château-Jaune, c'était kilomètre 45 à 43 km de l'arrivée. Eh bien, attaque de Tobias Foss après un grand mouvement de course du côté de la Ineos. Et on décide de rejoindre Connor Swift qui va ensuite se sacrifier pour tenter de créer l'écart.
40 km de l'arrivée, vous avez 40 secondes. On a une tentative de contre avec Ivan Romeo, mais qui ne donnera rien. Et Tobias Foss qui se retrouve seul ensuite avec 1 minute d'avance. À 15 km de l'arrivée, Alexandre Vlasov lâché le coureur de la Red Bull Bora, qui est pas dans une forme olympique pour le moment, avec Nelson Poles. Et au sprint intermédiaire à 13 km de l'arrivée, eh bien c'est Tobias Foss qui passe en tête devant Pedersen et Lipovic. Lipovic qui n'arrivera pas à battre Pedersen et Skelmose qui n'était déjà pas dans une grande forme à ce moment-là et qui perdra du temps aujourd'hui Skelmose. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé et on va beaucoup parler de Vingegaard dans cette vidéo, mais on va parler également un petit peu de Skelmose maintenant parce qu'on n'en parlera pas plus tard. Et Skelmose qui a eu également une journée compliquée, pourtant sur un terrain qui normalement lui réussit bien et il a perdu du temps du côté du maillot blanc. On arrive dans le final, on est dans les 5 derniers kilomètres, le peloton se casse en deux, on se retrouve véritablement avec 30 coureurs et d'entrée, Ineos fait un gros tempo, on se demande un petit peu pour qui du côté d'Ineos dans un premier temps, c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a pas véritablement de puncher du côté de cette formation, et bien pour Magnus Sheffield qui était en grande conditions, mais quand les gros ont commencé à accélérer, ça a été plus compliqué, notamment accélération de Jorgensen qui décide de se mettre à l'avant du peloton. En même temps, Vingegaard était déjà lâché à ce moment-là, et on voit bien que dès qu'on peut aller chercher le qualif, on va essayer de le faire quand même. Jorgensen, ça reste un jeune coureur qui veut montrer ce qu'il sait faire dans une équipe comme la Visma, même s'il a fait une bonne saison l'année dernière. S'il peut gagner encore des places dans la hiérarchie, bon, il va tenter de le faire. Et puis ensuite, eh bien, Jorgensen qui accélère, mais qui n'arrive pas à faire la décision, grâce notamment, ou à cause, je dirais plutôt, de Champoussin qui va faire un gros travail pour revenir sur lui quand Sheffield s'écarte, et Martinez qui est en embuscade. Et on arrive dans le dernier virage, on est aux alentours de 100-150 mètres de l'arrivée. Et là, Lenny Martinez va faire l'effort maximal, et ni Jorgensen, ni Champoussin n'arriveront à suivre, et ce qui permet aux Français de s'offrir une belle victoire de prestige face à Clément Champoussin, les points pour XDS Astana. Et troisième, Matteo Jorgensen. En 4, on a encore un coureur de XDS Astana, c'est Terrada. Eh bien, on va regarder tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, on commence tout de suite avec Lenny Martinez. Et oui, le coureur français eh bien, qui s'impose aujourd'hui. Belle victoire en World Tour aujourd'hui du côté de Lenny Martinez. Sur une première victoire en World Tour, pour moi du côté de Lenny Martinez. Mais surtout très impressionnant dans un exercice où on sait qu'il est très fort dans ce domaine-là, Lenny Martinez. On se souvient notamment l'an dernier du trophée Oleguelia. C'est à peu près le même type de... Enfin, c'est une montée avec des pourcentages. On sait que Martinez est très très fort dans ce type d'arrivée. Il a des vraies qualités de puncher. Et le fait d'avoir un petit gabarit fait que ça l'aide énormément dans ce type d'arrivée. Où c'est vrai que moins on a de kilos, mieux c'est, j'ai envie de dire. Jusqu'à un certain point quand même. Mais c'est vrai que ça lui permet d'être performant sur les arrivées très punchy. Lenny Martinez avec cette belle victoire. Déjà, ça va faire du baume au cœur quand même à la Bahreïn Victorious parce que hier on a perdu Buitrago. Par contre, Buitrago, lui, il doit voir ça d'un mauvais œil quand même. Peut-être parce qu'en se disant ah oui, Coco, il est en train de faire une sacrée course et bon, il va falloir maintenant faire avec lui. Ça va également poser des interrogations du côté de Tiberi qui, pour le moment, fait pas forcément un énorme début de saison. La Martinez a réussi à se montrer. Belle performance du coureur français. Malgré tout, il ne faut pas s'emballer, c'est pas encore Bernard Hinault. C'est-à-dire que quand j'entends les propos d'Alexandre Pasteur, la manière dont s'époustoufle Alexandre Pasteur, ou certains sur Twitter, mais Alexandre Pasteur notamment, oh les mecs, on est sur une montée de 2 km, sur un profil qui est très atypique. On n'est pas sur une montée de 20 km, il faudra attendre samedi, puis il faudra même attendre après Paris-Nice peut-être, avant de s'émerveiller d'un Lenny Martinez, vainqueur d'un grand tour. Forcément, on sait qu'il a des qualités, mais il nous a déjà montré qu'il était performant. Encore une fois, trophée Oleguelia, sur une montée similaire, même s'il y avait un peu moins de pourcentage, on sait qu'il aime ce type d'effort et qu'il est performant sur ce type d'effort. Ce qu'on attend désormais du côté de Martinez, c'est aussi sur des efforts plus longs.
et qu'il soit à l'offensive également sur ces montées-là. Ce qui est intéressant de voir cette année avec Martinez, la différence avec le Martinez de la Groupama FDJ, c'est que là, il ne suit pas, il attaque. Il essaye d'être acteur de la course. Que ce ne soit pas les autres qui dictent son rythme. C'est lui qui dicte le rythme de la course, qu'il essaye au maximum de dicter les rythmes de la course. Jusqu'à maintenant, je trouvais que Martinez était plutôt dans un rôle de suiveur. Voilà, et qui prenait peu d'initiative, Lenny Martinez. C'est ce que je lui reprochais un petit peu. Là, j'ai l'impression que chez Bahrain Victorious, il arrive à faire ce genre de choses et à être acteur de la course. Et là, c'est très intéressant. Malgré tout, encore une fois, il faut rester calme, il ne faut pas non plus s'emballer. J'ai vu trop de mecs s'emballer avec des futurs Bernard Hinault. Non. Voilà, il faut encore attendre, très clairement, du côté de Lenny Martinez, mais c'est un très bon résultat. Est-ce que ça confirme qu'il a fait un bon choix d'aller chez Bahrain Victorious? Alors, je ne sais pas si ça confirme qu'il a fait un beau choix chez les Bahrain Victorious, ça confirme. Par contre, qu'il n'a pas fait un mauvais choix d'aller chez Bahrain Victorious. C'est-à-dire qu'il arrive à s'en sortir dans cette formation. Ça, c'est clair et net. Mais ça reste, oui, une belle performance aujourd'hui. Moi, je suis content de sa course. Voilà, du côté de Lenny Martinez, je trouve qu'il a été très efficace aujourd'hui. Deuxième, XDS Astana. Bah ouais, deux coureurs dans le top 5 aujourd'hui. Très belle performance du côté de cette équipe. On sent qu'on a plus misé sur Paris-Nice que sur Tirreno, très clairement. Parce que sur Tirreno, l'équipe est plus faible. On a juste emmené Fortunato. Champoussin, on sait qu'il est efficace sur ce type d'arrivée. Depuis, voilà, je le disais déjà chez Arkea, mais c'est vrai que c'est un coureur qui est maintenant performant sur ce type de finale punchy. Déjà sa victoire sur la Vuelta, au final, c'était une arrivée qui était un petit peu plus longue, ça devait être 4-5 km, mais c'était un final aussi où il y avait des pourcentages. Champoussin, il est maintenant très efficace là-dedans. C'est pas un pur grimpeur. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter de considérer que c'est un pur grimpeur. Je pense qu'il l'a cru à un moment, mais il a compris assez vite que non, il avait des limites du côté des arrivées avec des longues montées. Par contre, sur le profil puncher, il est très fort et je pense qu'il l'a compris et que Astana l'a recruté pour ça, pour qu'il apporte des points sur des arrivées punchy. Mais vu ce qu'il a fait aujourd'hui Champoussin, la Flèche Wallonne, hein. Forcément la Flèche Wallonne, mais même les Ardennaises en général. Mais la Flèche Wallonne, bah oui, il a le profil pour le mur de Huy. Là, l'arrivée d'aujourd'hui, c'est le mur de Huy en un petit peu plus long, en gros, hein, mais on est sur un mur de Huy, on est sur quelque chose de similaire. Bon, il a les qualités pour le faire, Champoussin, aujourd'hui. Et il a l'équipe peut-être pour l'amener à le faire également. Parce que Terrada, c'est du costaud. Parce que du côté d'Astana, on a su les protéger pendant toute la journée. Bon boulot aujourd'hui de l'équipe. Ça fait des points de marqué. Ça fait 65 points. J'avais dit en début de semaine, je trouvais qu'il y avait eu un petit coup d'arrêt du côté d'Astana. On relance un petit peu la machine et marquer des points au World Tour, bah, c'est important. Et puis se montrer également pour les organisateurs. Parce que là, Astana montre que même s'ils ne sont pas en World Tour l'année prochaine, ils arrivent à obtenir des résultats sur des courses d'une semaine. Et ça, c'est important pour le montrer à ASO, pour le montrer également à RCS et à d'autres organisateurs de courses. Parce que c'est ça que je disais également avec la descente d'Astana, possiblement en deuxième division. S'ils ne sont pas parmi les équipes qui marquent le plus de points cette année au niveau UCI, sans être parmi les équipes du World Tour, eh bien, le risque, c'est de ne pas être invité sur beaucoup d'épreuves parce que Astana, c'est pas une équipe tant appréciée que ça. Donc, il faut montrer qu'on est indispensable au cyclisme. C'est ce qu'essaye de faire en ce moment Astana, et je trouve que la performance aujourd'hui de Champoussin et la performance de Terrada, c'est vraiment pas mal. On passe à Lipovitz. Belle journée du côté de Florian Lipovitz. Très très belle journée du côté de Lipovitz. Déjà hier, c'était pas mal, hein, Lipovitz. Mais hier, pour moi, je rappelle, Lipovitz vient du biathlon. Le biathlon, c'est des efforts longs. Donc je l'attendais un peu au tournant aujourd'hui pour voir qu'est-ce que ça allait donner sur une journée très punchy. Même si c'est un coureur qui se connaît, parce qu'il a fait du biathlon donc jusqu'en junior. Ensuite, il s'est tourné beaucoup plus vers le cyclisme. Les qualités du biathlon, comme je dis toujours, c'est les qualités du contre-la-montre, c'est les qualités du travail au seuil. C'est ça les qualités du côté du biathlon. Par contre, là, on n'est pas vraiment sur un travail au seuil, on est sur un travail effort max.
et on donne tout. On essaye de tout donner. C'est aussi quelque chose quand même qu'on fait dans le biathlon quand on est à la bagarre, sur les derniers kilomètres, ou sur un sprint, par exemple, ou dans le dernier kilomètre, vous allez tout donner et vous allez vous mettre dans des états pas possibles. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû me dire, il pouvait être performant sur ce type d'effort. Il a été hyper efficace aujourd'hui, Lipovic. Enfin voilà, sur un registre sur lequel on ne l'avait pas vu encore dans le cyclisme. Sur des montées, enfin moi je ne l'avais pas vu, sur des montées très punchy comme ça. Et c'est inquiétant pour Vlasov, par exemple, de voir que Lipovic est très performant sur cette semaine. Parce que Vlasov, comme Jane l'est aussi, qui joue un petit peu des choses sur ce début de saison, ils redescendent dans la hiérarchie mondiale. Et le jour où Roglic prend sa retraite, bien, je crois qu'on peut le dire que du côté de Red Bull Bora-Hansgrohe, on a déjà la relève qui est là. Et puis Lipovic, ça peut être peut-être le prochain Allemand, vainqueur d'un grand tour, parce que pour le moment, il n'a pas de point faible, Lipovic. Sur les longues montées, ça passe. Sur les montées punchy, ça passe. Sur les contre-la-montre, ça fonctionne. La récupération sur 3 semaines, pour son premier grand tour, ça a été plutôt performant. L'avantage d'avoir fait un sport comme le biathlon, c'est qu'il se connaît extrêmement bien. Il connaît toutes ses valeurs. De puissance, de récupération, de lactate, de tout. Il doit tout connaître, Lipovic. Donc je pense qu'il est très costaud. Et puis le biathlon, c'est aussi un sport où tu es obligé de garder beaucoup de lucidité au niveau du tir. Donc je pense que ce n'est pas un coureur qui aura des erreurs stratégiques. Parce que je pense que c'est un coureur qui a en capacité de réfléchir malgré un cœur qui va très haut dans les tours. Parce que le principe du biathlon, c'est d'être en capacité d'être acteur de son tir malgré le fait que vous soyez encore à 150 pulsations minutes. Donc lui, il est en capacité de le faire. Très clairement, d'être intelligent, de réfléchir. Moi, je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant, Florian Lipovic. C'est pour ça que je le suis depuis quelques temps déjà, parce que je trouve ce coureur très intéressant. Autant je ne l'ai pas suivi en coureur de biathlon, mais autant en coureur cycliste, je le suis énormément. Juste petite parenthèse rapidement sur Pedersen, très belle journée de Pedersen qui a fait un gros travail d'équipier aujourd'hui. Autant Skalmose n'a pas réussi à être performant aujourd'hui, autant Pedersen a été intéressant. C'est peut-être le seul même Danois qui a été intéressant aujourd'hui. Et puis je termine avec une équipe en top, Ineos. J'ai bien aimé leur manière de courir aujourd'hui. Ça va pas au bout, mais on a quand même Sheffield, qui est 9ème. On a vu quand même une belle bagarre pour prendre l'échappée avec Swift, avec également Foss derrière. J'ai trouvé l'équipe agréable à suivre. C'est clair et net qu'on a été habitué à avoir une Ineos qui roulait même quand ils n'avaient pas de leader, où ils roulaient un petit peu rouleau compresseur sans vraiment qu'il y ait d'intérêt. Alors ils l'ont un petit peu fait, encore une fois, dans la montée finale, parce que le premier à emmener c'est un Ineos et ensuite c'est Sheffield qui a tenté de jouer son va-tout. Mais j'ai trouvé quand même l'équipe beaucoup plus intéressante que d'habitude. C'était déjà le cas hier, on avait vu les coureurs énormément à l'attaque, notamment les 3 dans l'échappée. Là c'est encore le cas aujourd'hui, ils ont fait encore une belle bagarre. Foss, belle santé en ce moment, Tobias Foss, parce que déjà à l'attaque hier, encore aujourd'hui. Et puis Sheffield, très intéressant. On va voir ce que ça va donner. Samedi, je pense que ça sera plus compliqué samedi sur une montée longue, mais pour l'instant Sheffield, belle journée. Il est combienième Sheffield au général même? Il est 18ème à 2,48. Voilà. Et Foss, il est 16ème. Voilà, au classement. Pour le moment du côté de Ineos, donc on essaiera de voir du côté de Sheffield s'il arrive à être plus haut dans la hiérarchie, puis ça fait du bien de voir Sheffield quand même à un bon niveau depuis le début de saison, parce qu'on le voit souvent dans le top 10, oui je vois ça beaucoup dans le top 10, mais c'est vrai que c'est un coureur qui a vécu une période compliquée après la mort de Gino Meder, parce que je rappelle qu'il était dans la chute à côté de Gino Meder. Donc il a vu un mec mourir à côté de lui à 20 ans. Forcément ça doit vous faire vraiment tout drôle. Et ça a dû le ressasser pendant pas mal de temps. Et je trouve que déjà l'an dernier il avait réussi à se remettre d'aplomb. Et c'était déjà très fort mentalement de réussir à faire ça. Et là je trouve qu'il est
vraiment intéressant aujourd'hui. Et puis on commence à voir un coureur qui a des belles capacités en bosse. On pensait que c'était plus un coureur de classique flandrienne chez Phil, mais là on voit qu'il a des belles qualités en bosse depuis le début de saison. Trophée Oleguelia, Paris-Nice, on se dit peut-être une Amstel, ça pourrait être un profil intéressant sur ce type de parcours. Et puis d'une équipe Ineos qui est un petit peu morose ces dernières années, eh bien il surnage un petit peu dans cette équipe qui a du mal à trouver des jeunes coureurs performant du côté de cette formation, donc bien. Et puis j'ai bien aimé la manière dont courait Ineos. Je pense qu'Ineos, enfin j'espère, a enfin compris que c'était plus l'équipe surdominatrice d'il y a 5-6 ans. J'ai l'impression qu'ils ont enfin compris sur ce Paris-Nice que bah non. Aujourd'hui, déjà le cyclisme a changé, il y a d'autres superstructures. À leur époque, c'était pas forcément le cas. Quand ils surdominaient, les autres superstructures étaient encore balbutiantes, voire n'étaient même pas encore nées. Et actuellement, il faut faire avec cette concurrence et tu peux plus courir de la même manière qu'il y a 10 ans. Le cyclisme a évolué et je pense que c'est intéressant de voir peut-être le prototype de ce que va être la future Ineos. On parle aussi de rumeurs assez insistantes sur l'arrivée en co-sponsor de Total Energy, qui quitterait donc l'équipe de Jean-René Bernodeau et qui amènerait peut-être 10 millions d'euros supplémentaires du côté d'Ineos. On suivra ça attentivement, mais là c'est intéressant de voir comment cette équipe a couru. C'est vrai que déjà la Classica Rennes, ils avaient été très offensifs. Ça fait déjà 2-3 courses que je suis et que je vois que cette formation essaye d'être beaucoup plus à l'attaque. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, la Visma Leasebike. La Visma Leasebike, pourquoi quand on voit à l'arrivée Jonas Vingegaard, c'est incompréhensible qu'il soit reparti sur un vélo. Enfin, quand tu le vois à l'arrivée, il y a des images d'Eurosport. Ses coéquipiers disent grosso modo il ne pouvait pas appuyer sur les freins. En gros, il avait des vertiges sur le vélo. Physiquement, il n'était pas au top. Alors déjà, à quoi ça sert si physiquement il n'est pas au top? C'est Paris-Nice, c'est pas le Tour de France. C'est quoi l'objectif de Vingegaard? L'objectif numéro 1, c'est le Tour de France. C'est pas Paris-Nice. Gagner Paris-Nice, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas sa priorité. Vingegaard, sa priorité, c'est le Tour. Donc, il y a un moment, il faut déjà, s'il est blessé, autant pas faire durer la situation et autant le faire abandonner, parce que c'est pas le Tour de France. L'objectif n'est pas de finir à tout prix Paris-Nice, l'objectif est faire du kilométrage pour améliorer sa condition physique. Donc déjà, je suis quand même surpris du côté de la réaction de la Visma, qui est plutôt une équipe qui est hyper pragmatique, on va dire. Le mec tombe, bon en gros, je m'attendais à ce qu'il abandonne, comme un peu Buitrago. Ce Buitrago, bon, de toute manière, je suis pas sûr qu'ils auraient été plus loin avec Buitrago, parce que l'objectif est plus tard pour Buitrago. Là, du côté de Visma, déjà, je suis surpris. Mais en plus, la prise de risque. La prise de risque, parce que Vingegaard, imaginons, faut faire un freinage d'urgence dans le peloton. Comment il fait? S'il peut à peine freiner avec sa main parce qu'il est peut-être touché au poignet, et s'il voit trouble, ou s'il a des vertiges, comment il fait pour freiner fort dans un peloton? C'est presque inconscient de la part de la Visma Leasebike de l'avoir laissé repartir. Alors c'est pas la première équipe qui fait ça. On se souvient de la Red Bull Boransgrohe l'an dernier avec Vlasov, où les mecs avaient quand même forcé Vlasov à repartir un petit peu. Là, je trouve ça inadmissible de la part de la Visma Leasebike. Le mec est pas top, il abandonne. Voilà. Là, vraiment, c'est hyper dangereux ce qu'ils ont fait. Vingegaard, il y a une chute devant lui, il peut peut-être pas freiner. Donc, il se fracasse peut-être la gueule. Il fracasse aussi peut-être la gueule du mec qui était tombé et qui aurait peut-être juste eu des dermabrasions, mais qui va se prendre un vélo dans la gueule à pleine vitesse et qui va se péter une omoplate. Enfin, il y a un moment, c'est complètement stupide de la part de cette formation de faire ça. Et c'est ne pas penser à l'intégrité physique des autres coureurs du peloton et à l'intégrité physique de son coureur. Alors, tant qu'on aura des managers qui font ce genre de choses, tu m'étonnes que les organisateurs de course ils soient pas chauds pour faire plus de sécurité dans les pelotons. Alors, en même temps, les directeurs des équipes et les coureurs, ils s'en foutent de la sécurité actuellement. Donc, parce que en gros, je vois plus souvent les journalistes et les suiveurs parler de sécurité que véritablement les coureurs et les directeurs d'équipe. Et ça depuis des années.
Et en même temps, avec ce type de comportement-là, ouais, bah pour eux, Vingegaard, c'est juste un coureur, quoi. C'est pas plus que ça. Je comprends pas comment on a fait repartir Vingegaard. Parce que certes, alors vous allez me dire, c'est le coureur qui va repartir. Oui, mais il y a un moment, le directeur et le médecin de l'équipe, ils doivent dire non, là tu peux pas repartir, mon coco. T'es vraiment pas à ton top. Et je suis pas sûr que Vingegaard, il est forcé plus que ça pour repartir. Donc si on lui avait dit, attends, on prend 5 minutes, on fait un petit check, protocole commotion, voilà, on regarde, et ensuite, si ça va, tu repars. Je pense qu'il n'avait pas envie de repartir plus que ça, Vingegaard. Et pour moi, c'est un scandale de l'avoir fait repartir dans ces conditions-là. Enfin voilà, avec un mec qui peut à peine appuyer sur des freins, c'est inadmissible. Inadmissible de la part de la Visma Leasebach. Enfin voilà, quoi, il y a un moment, faut... c'est catastrophique, je trouve. Là, catastrophique. Catastrophique. Imaginons que Vingegaard doit faire il rate un virage, il doit freiner rapidement parce qu'il est hors trajectoire, il peut pas le faire. Donc il se pète la gueule. Super. C'est vachement bien se péter la gueule à 60 km/h. Non, c'est une bonne idée. Hein. Et voir entraîner d'autres dans sa chute. J'espère que du côté de la Visma, dans ce genre de cas, c'est pas réglementé par l'UCI, on ne peut pas avoir de carton jaune pour ce genre de cas. Je pense qu'au lieu de mettre des cartons jaunes aux coureurs qui se font pousser le cul dans les montées, alors que ça n'influence absolument pas la course, on aurait mieux fait peut-être de dire que par exemple les équipes qui ne font pas passer des protocoles commotion à des coureurs qui sont dans un état pas top, ou qui font repartir des coureurs alors que ces coureurs-là ne sont pas forcément à leur maximum et qui les forcent à repartir, je pense que ça mériterait de temps en temps un petit carton jaune. Voilà. Alors quand c'est des cas comme Philippe Gilbert, où c'est Philippe Gilbert qui repart de son plein gré, là je dis ok, bon c'est le coureur qui décide de prendre le risque, ok d'accord, bon, là tu peux rien envers l'équipe. Mais là, je suis pas convaincu quand même que Vingegaard, si on lui avait dit attends, on prend 30 secondes, 1 minute, je suis pas sûr qu'il n'aurait pas pris la minute, la 2 minutes pour faire le protocole commotion, et ça serait bien qu'on ait des protocoles stricts au niveau des commotions du côté des coureurs du peloton dans ce genre de cas de chute, qu'on ait des protocoles où ça soit véritablement les médecins de la course qui décident et pas les médecins des équipes. Parce que je trouve que quand c'est les médecins des équipes, on sait très bien qu'il y a un intérêt sportif qui est en jeu et que de temps en temps, ils ne vont pas faire arrêter les coureurs, même si je pense que ce n'est pas vraiment en adéquation avec le serment d'Hippocrate. Mais bon, ça c'est autre chose. Je ne connais pas le serment d'Hippocrate, mais je suis pas sûr que ça soit en adéquation énorme. Le sportif et le serment d'Hippocrate. Les intérêts sportifs avant la sécurité des patients. Du côté du deuxième, alors du côté des flops aussi, bon, Jorgensen, oui, c'est vrai que déjà hier, il est un petit peu à la limite, Jorgensen. Là aujourd'hui, quand Martinez accélère, quand Champoussin accélère, il n'est pas en capacité de suivre. Donc, ouais, moyen, je dirais Jorgensen. Alors là, il se retrouve dans les bonnes édanes, mais moyen, voilà, depuis le début, enfin, sur ce Paris-Nice là, alors que pourtant son début de course avait été intéressant, j'avais trouvé ses attaques tranchantes, là, un peu moins, du côté de Jorgensen. Bon, deuxième flop du jour, Castrillo. Ouais, je m'attendais à mieux quand même du côté de Castrillo. Sur un parcours comme ça, je me disais, il peut peut-être faire des très bonnes choses. Mais ouais, il a eu du mal, Pablo Castrillo, sur ce final. Alors, il prend pas non plus une raclée phénoménale, mais c'est vrai que je pensais qu'il serait en capacité de faire mieux aujourd'hui. Et là, bon, il a été plus en difficulté, le coureur espagnol. Il finit combienième, Castrillo? Parce que j'ai plus son classement en tête. Castrillo, il est 12e du général. Voilà, derrière Van Wilder. Et sur l'étape, il finit 15e à 26 secondes. Donc avec Vingegaard notamment. Hein, il est dans le groupe avec Vingegaard devant Schielmose. C'est pas exceptionnel quand on sait comment a fini Vingegaard. Que Schielmose n'était pas dans un grand jour. Et dès le sprint intermédiaire, il n'était pas au top. Donc ouais, je trouve que c'est pas une très très grande journée. Voilà, du côté de Pablo Castrillo, je m'attendais à un petit peu mieux de la part du coureur espagnol.
Je me disais, oh, il y a peut-être là une belle opportunité de faire quelque chose. Alors on verra samedi et dimanche s'il peut remonter dans le classement. Mais j'ai pas, voilà, j'ai une impression pas excellente sur la suite de la semaine du côté de Castrillo. Mais après, je peux encore me planter. Et puis je termine avec un dernier coureur. Ouais, Mauro Schmid. Mauro Schmid, alors vous voyez, j'ai pas mis Skelmose, j'aurais pu mettre Skelmose. Mais du côté de Mauro Schmid, c'est sa manière de courir qui m'énerve aujourd'hui. Parce que, en fait, Jaiko Alula, en gros, le général, c'est mort. Ben O'Connor a perdu trop de temps hier. Donc, en gros, moi je m'attendais à ce que Mauro Schmid il attaque dans la dernière montée. Parce qu'il a des qualités de puncher de base, Mauro Schmid. Sauf qu'en fait, tu le vois attaquer à de multiples reprises, sans que ça soit forcément hyper intelligent en plus les endroits où il décide d'attaquer. Sans qu'il y ait, parce que notamment celle de son attaque là en fin d'étape, je trouve que en gros, elle n'a pas d'intérêt quoi. Il y a encore Foss qui est à l'avant, il n'arrive pas en plus à faire un énorme écart derrière. Il essaye de prendre l'échappée avec Matthews, mais là c'était quand même, voilà, il était trop dangereux pour moi pour prendre l'échappée. Enfin les deux surtout étaient trop dangereux pour prendre l'échappée. Je suis quand même voilà, surpris de sa manière de courir à Mauro Schmid. Alors c'est aussi peut-être la stratégie de la Jaiko Alula, mais pour moi Ben O'Connor, là j'ai l'impression que c'était encore une stratégie pour aider Ben O'Connor. Alors qu'en gros Ben O'Connor, vu son classement général, et puis là en plus aujourd'hui il finit même derrière Vingegaard, donc autant vous dire qu'il fait pas encore une belle étape. Après si c'était plutôt la stratégie pour tenter de gagner la journée avec Mauro Schmid, bah alors là du côté de la Jaiko Alula on s'est complètement planté parce que Mauro Schmid fallait qu'il attende la dernière montée, fallait qu'il joue à la Champoussin, à la Terrada, c'est-à-dire se cacher pendant toute la journée et puis attendre la dernière montée et essayer de faire son effort au dernier moment parce qu'on sait que Mauro Schmid c'est un puncher. Donc ouais, assez surpris voilà, du côté de la stratégie de cette formation, mais ouais, ça n'a pas été une grande journée pour Mauro Schmid. Je m'attendais à un peu mieux pour le coureur suisse. Allez, on regarde tout de suite les différents classements pour conclure cette vidéo. On termine tout de suite avec les différents classements. On commence avec le classement de l'étape. Lenny Martinez vainqueur, donc devant Clément Champoussin, doublé français. Jorgensen, Terrada, Lipovitz poursuivent avec Almeida, le leader du classement, enfin celui qui était porteur du maillot à poids, McNulty et Van Wilder. Du côté du classement général, eh bien, Jorgensen passe en tête avec les malheurs de Vingegaard. Lipovitz, Almeida sont 3 et 4 devant Lenny Martinez et on voit 55 secondes, sauf qu'il a perdu 1 minute sur le contre-la-montre, donc on voit que la perte de temps du contre-la-montre lui coûte cher quand même à Lenny Martinez, mais pour le maillot blanc, eh bien il est pas très loin de Lipovitz et ça va être un combat très intéressant, une vingtaine de secondes entre les deux. Du côté du maillot de meilleur sprinter, le maillot vert, eh bien Tim Merlier est en tête devant Arnaud Démare et Mats Pedersen, qui a fait un énorme travail d'équipier encore une fois, Timo Kelish et Matteo Jorgensen du côté du maillot blanc. Du côté du classement de la montagne déjà, Almeida toujours en tête, Gachignard à 18 points, Martinez 14 et Delettre 12. Du côté du maillot blanc, eh bien c'est Lipovitz qui est en tête, mais avec seulement 19 secondes d'avance sur Martinez, 21 sur Skelmose et Van Wilder reste à la minute. Donc on voit que ça reste quand même très serré et même Castrillo qui pourtant fait pas une grande journée aujourd'hui je trouve, une 0,8 du côté du maillot blanc et puis du côté du classement par équipe, Ineos en tête devant Movistar, UAE, Visma et XDS Astana qui fait la bonne opération du jour. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!